Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer, les personnes qui sont sur le chemin vont nous rejoindre pour ce talk que je suis ravi de vous présenter avec une invitée très subjective sur le titre que nous avons choisi de la subjectivité revendiquée. Et quand on parle de concept store, de galerie de design, il y a plein de définitions aujourd'hui, des appartements-galeries, des white cubes, et il y a des ovnis, il y a des objets commerciaux qui sont différents, et ça repose sur la créatrice ou le créateur de ces lieux, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de proposer ce sujet de la subjectivité au centre d'un projet commercial avec la galerie LSD, parce qu'on a le droit d'avoir de l'humour dès le matin, de Laurence Simoncini. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ça, c'est que moi, je suis un commerçant. J'ai créé plusieurs types de concepts, Résonance, Merci, plus récemment Hirashai, un concepteur japonais. Et il y a des concepts qui sont facilement définissables, où on sait à l'avance ce que l'on va avoir. Et puis, il y a des concepts où la promesse, c'est justement la surprise, la subjectivité. Et Laurence, que je connais depuis quelques années, a créé ce lieu sur ce fondement-là, que le droit à la découverte, le droit à la surprise était un plaisir de commerçant et de décoratrice d'intérieur. Avant de laisser Laurence se présenter, on se connaît, donc on va se tutoyer. Vous dire comment on s'est rencontrés. Il y a quelques années, j'ai créé un magasin qui s'appelait Merci, que vous connaissez peut-être. Et dans les premières pièces un peu particulières qu'avec Daniel Rosenstruck, mon complice, on avait choisi, il y avait un lustre assez étonnant, qui était un lustre sud-africain, fait par des femmes artisanes dans un township, dans une forme de lustre 18e siècle assez spectaculaire, mais en billes de terre moulées à la main, donc assez spectaculaire. C'était une pièce évidemment très particulière, avec un prix significatif. Donc évidemment, en tant que commerçant, je ne m'attendais pas à que ce soit un produit mainstream. Et une des premières personnes qui l'a remarqué, c'était Laurence, qui a tourné autour et a été une des premières personnes qui a repéré ce produit qui était hautement subjectif. Et donc c'est autour d'un lustre sud-africain que nous nous sommes rencontrés. Et donc, ça nous a donné l'occasion de commencer une relation de complicité en tant que design lover depuis des années. Je vais laisser Laurence se présenter et nous dire ce qu'elle a, son parcours avant d'avoir créé ce lieu qu'elle va bientôt nous présenter. Bien, bonjour à vous. Mon parcours, après 10 ans dans un groupe de presse, j'ai fait une belle création qui sont 2 enfants. Donc, je suis maman en 2001 et je m'aperçois que le marché pour décorer une chambre d'enfant est quand même très, très limité. Je décide de créer une boutique qui s'appelle Serendipity. Je ne sais pas si certaines mamans s'en souviennent. Donc, j'ai créé Serendipity en 2004 avec une envie bien particulière qui est de bousculer justement cet univers qui était très, très fade, on va dire, entre guillemets, en mixant le vintage et le design. Et à l'époque, en 2004, ça n'existait pas. Donc, c'est une belle aventure qui a duré 10 ans. Et puis, après ces 10 années, j'ai décidé de monter mon bureau pour faire des chantiers. Ça s'appelle LSD. LSD, vous cherchez le pourquoi, c'est tout simplement mes initiales. Et il y avait un petit clin d'œil. C'est un peu ma drogue, la déco. Donc, je me suis dit, voilà, les gens vont s'en souvenir que ça s'appelle la galerie LSD. Donc, j'ai créé cette galerie, enfin, j'ai créé le bureau de l'architecture d'intérieur dans mon appartement à l'époque. Et voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment de ce métier de décoratrice d'intérieur en bureau, même si c'était chez toi, tu es passé à l'envie, l'idée de créer un lieu qui est donc ce lieu qui se situe, pour ceux qui connaissent Paris, dans le Marais, rue Aubriot, une très belle rue qui est au croisement de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue Vieille du Temple, et qui est le lieu dont tu vas nous parler maintenant. Bon, en fait, j'avais eu la chance d'avoir l'expérience client avec une boutique pendant 10 ans. Ensuite, j'ai eu mon expérience de client aussi, mais avec des chantiers. Et j'ai eu envie de mixer un peu les deux dans un lieu. Et honnêtement, la sélection d'objets, de mobilier me manquait. Donc, il a fallu que je trouve un lieu. J'ai eu un coup de cœur pour cet appartement, parce qu'en fait, c'était un appartement dans un hôtel particulier du XVIIe siècle. C'est confidentiel, c'est au fond d'une cour. Et j'ai travaillé avec les architectes de Sigu, qui sont des gens très créatifs,
On est resté dans des choses assez brutes parce que je voulais complètement garder les matières qui existaient déjà dans cet appartement. Donc on a travaillé sur un sol brûlé, on a fait du flocage uniquement sur les plafonds parce qu'il y a une très très grande hauteur de plafond, donc pas de faux plafond possible, mais un flocage qui est coloré comme les murs. On a beaucoup d'arrondis parce que ça, fallait donner un petit peu de féminin dans cette surface qui était quand même assez rectangulaire. Il y a 2 niveaux et on a essayé d'optimiser la lumière et créer des univers différents, mais ça reste un peu l'univers d'un appartement. Donc c'est ça qui était important, c'est que pour que chacun puisse s'identifier, en tout cas se projeter facilement dans la galerie. Donc à l'étage, on a créé nos bureaux. Et on a un espace très vivant à l'entrée avec une sélection d'objets et de mobilier. Juste pour rebondir sur la forme de cet objet commercial, on parle de subjectivité. Aujourd'hui, il y a tout un courant, notamment sur les pièces de design un peu singulières, qui est d'avoir une neutralité, des white cubes, des white box, pour se dire il faut que les produits soient dans un écrin neutre. Le pari de Laurence, c'est l'inverse. C'est un pari qui n'est pas du tout neutre. Les objets sont très singuliers dans un environnement, un hôtel particulier sublime qui a été retravaillé. Et donc, je trouve que cette idée de choix subjectif, les commerçants doivent dire quelque chose. La white box, elle a un grand avantage, c'est la neutralité, c'est la pureté, mais ça a l'inconvénient, c'est que c'est très difficile d'emmener un imaginaire. Et je trouve que tu as parfaitement réalisé cette idée de dire qu'on peut être respectueux du travail singulier des designers et que le lieu commercial lui-même soit un lieu singulier. On va rentrer un petit peu dans cet espace et rentrer dans l'expérience client, dans la conversation, puisque tu reçois les clients dans ce lieu qui n'est pas un magasin, qui n'est pas une galerie, qui n'est pas un appartement, mais qui a un peu des trois. Et tu leur fais découvrir tes choix subjectifs. Et raconte-nous un peu comment ça se passe quand un client qui a pris rendez-vous ou qui n'a pas pris rendez-vous. C'est sur rendez-vous ou c'est en accès libre? C'est de préférence sur rendez-vous parce qu'il y a des petits changements dont on parlera après par rapport à l'activité de la galerie. Mais voilà, je suis disponible, j'habite pas très loin, donc je suis ravie d'ouvrir quand quelqu'un se présente, étrangère ou pas. Et donc, une cliente vient parce qu'elle a un projet et tu la reçois, non pas dans ton bureau, mais dans un lieu. Et comment ça se passe? Raconte-nous un peu le temps que la cliente ou le client passe avec toi, où est-ce que vous asseyez, comment vous parlez, comment ça se passe? Globalement, je vais dire que ça se passe très bien dans la mesure où tout de suite, on a une surface qui ressemble à un appartement. Alors, ce n'est pas le vôtre, mais en tout cas, il y a une forme d'assurance de se dire que les formats sont tout à fait simples et c'est pas énorme, c'est effectivement pas blanc. C'est lumineux, il y a un fond musical, il y a plein de choses pour mettre à l'aise en fait, les clientes. Donc elles se sentent très très rassurées par rapport au projet qu'on pourrait avoir ensemble dans leur propre appartement. Évidemment, il y aura une adaptation nécessaire pour les satisfaire. Donc on est au centre du lieu. On bouge évidemment au fur et à mesure de leur regard. On s'arrête sur certains objets, notamment là, on s'arrête souvent sur la banquette borghese de Noé Duchauffour qui édite La Chance. On s'arrête sur ce luminaire de Lucas Ito, qui est un jeune designer que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années et qui fait un travail remarquable, qui est très très talentueux. Donc voilà, on a une histoire à raconter. En tout cas, moi, j'ai une histoire à leur raconter au fur et à mesure qu'on déambule dans l'espace. Tu as la chance d'avoir une jolie clientèle qui a parfois des moyens pour faire des projets assez importants. Et puis certains sont avant-gardistes, d'autres sont plus conservateurs, certains ont un goût pour la découverte du design, d'autres le découvrent grâce à toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment, grâce à ce lieu et grâce à la mise en scène, j'aime pas ce mot, mais la mise en situation de ces pièces parfois fortes, parfois pour certaines personnes plus conservatrices qui leur forcent sortir de leur zone de confort, comment tu penses que ce format de retail permet de faire venir des gens qui ne seraient pas allés aussi loin, peut-être dans certaines découvertes, plus facilement que dans une galerie de collectible design, par exemple? Alors, je vais peut-être prendre un exemple. C'est-à-dire que quand j'ai fait la Paris Design Week il y a 3 ans avec une marque assez connue que vous connaissez peut-être, qui est DCW, qui a un très gros showroom sublime pour présenter toutes ces nouveautés, eh ben, on a fait un binôme. C'est-à-dire qu'il a
en plus exposé à la galerie parce que pour ses agents, pour ses clients, il y avait une projection beaucoup plus facile d'imaginer des luminaires dans un lieu qui ressemble à votre salle à manger, à votre salon ou à votre chambre. Donc l'espace rassure aussi les marques en se disant, tiens, je ne suis pas effectivement dans un espace très blanc, un peu aseptisé, je suis dans un espace vivant où nous, à la fois, on a nos bureaux à l'étage et où en bas, il y a toujours une activité, que ce soit avec les clientes, les gens de passage, les curieux, enfin voilà, un petit peu tout le monde. Et juste là, en observateur, on a la chance, nous qui sommes dans ce métier, qui faisons tous les salons, les biennales, etc., d'être très sollicités visuellement par des actes créatifs très puissants, mais la majorité des clients dans leur univers ne voient pas des œuvres de designers de niche ou des designers de pièces en série limitée. Et donc, je trouve que c'est important que certains lieux comme le tien permettent aux gens de dire c'est possible, notamment de mélanger. On voit dans cette image, par exemple, deux objets, cette table et cette pièce. Une table chinée et un travail effectivement de recyclage d'un designer hollandais qui s'appelle Dirk van den Kooi. Donc je suis très attirée par le recyclage, à condition effectivement que le stylisme soit... j'ai un petit coup de cœur pour le travail qu'a fait ce designer. Mais je dirais que c'est le prolongement de Serendipity quelque part pour les grands. C'est-à-dire que pour les petits, j'aimais déjà chiner et mettre des pièces de designer et c'est resté un peu au fond de moi, une envie. Parce que je pense que c'est une manière de mélanger un peu comme une mamie et un jeune homme. Enfin, c'est l'ancien et le nouveau et je trouve qu'on a beaucoup de choses à se dire et que la décoration, c'est vraiment un langage. Et que si on mixe, en tout cas c'est moi ma façon de voir les choses, si on mixe de l'ancien tout en le revisitant et en trouvant cette petite note de modernité avec un designer, on arrive à faire quelque chose d'un petit peu particulier et un peu plus fort. Pour rebondir sur le terme de subjectivité que j'avais choisi pour ce thème, il y a la subjectivité du choix de prendre cette lampe de Dirk, mais également la subjectivité de la façon dont on va agencer cette pièce. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le choix individuel des objets, c'est l'assemblage qui lui aussi est un hasard. Et pour faire un clin d'œil au nom de l'entreprise précédente de Laurence, qui s'appelait Serendipity, Serendipity qui est donc un concept anglo-saxon, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire la chance, ça veut dire l'audace de prendre la chance grâce à un hasard. Ouais. Et je trouve que dans ces concepts de magasins subjectifs ou de galeries subjectifs, on provoque la chance. On ne laisse pas juste le hasard arriver. On crée les conditions pour qu'une cliente ou un client qui jamais n'aurait été peut-être vers une matière recyclée d'un Hollandais progressiste dans un salon haussmannien va se dire « Tiens, je l'ai vu dans un environnement où je me dis que je peux aller jusque-là. » Et je trouve que tu as fait un exercice comme ça, non pas de réassurance, mais d'audace pour des clients qui ne sont pas forcément tous allés à Eindhoven tous les jours pour aller voir ce qui se passe sur la scène progressiste hollandaise. C'est un peu mon rôle. On va avancer dans des exemples de chouchou, donc une autre présentation de ce genre de travail. Ben là, on est carrément dans l'espace central, je dirais, de la galerie où je travaille avec les clients qui me demandent de les accompagner dans l'aménagement de leur appartement. Là, on est vraiment au cœur avec cette grande hauteur sous plafond, la verrière qui nous apporte une lumière zénithale. Et ce que vous devinez derrière, donc la suspension de Dirk, c'est nos bureaux que j'ai voulu volontairement très ouverts, encadré avec du bois brûlé pour qu'on ait une vue quand même sur ce qui se passe en bas. Je ne voulais pas vraiment un espace isolé, donc nos deux bureaux sont à l'étage et en dessous, on a une vue permanente sur les objets qu'on a sélectionnés. Donc là, c'est un détail de certaines vues où on peut être à un comptoir. Il y a également des objets, on va parler plus tard des objets qui ne sont pas des meubles ou des choses structurantes. Et tu as donc la possibilité de faire tourner des collections d'objets dans des stages qui ne sont pas des vitrines ou des étagères, mais qui ressemblent plus à une présentation de maison. Et cette image montre bien à la fois des objets de céramique qui sont de matière naturelle humaine et un travail de matière plus contemporaine. En fait, je vous invite un peu chez moi, quoi. C'est mon deuxième chez moi. Donc, je le travaille vraiment comme ça, avec un choix de différents designers pour vous séduire et idéalement, vous ayez envie de les avoir chez vous. Donc là, vous voyez la deuxième partie des bureaux, le flocage qui donne un côté mousseux, mais qui adoucit énormément l'ambiance, qu'on a quand même plus de 4 mètres de hauteur sous plafond.
Le noir, parce que ça reste une couleur que je trouve chic et qui fait bien, qui met en relief beaucoup de produits. Et une sélection très, très pointue. Je ne suis pas pour l'accumulation, je suis vraiment pour la sélection. Je pense que voilà, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Mais à condition qu'elle soit bien choisie. Là, vous avez un autre luminaire qui est d'une simplicité mais d'une efficacité absolument incroyable, qui s'appelle l'Eclipse. Je pense que son nom est quand même très très bien trouvé. C'est Tylon Sepic qui en est à l'origine. Ça transforme complètement les chambres, les espaces. Vous voulez quelque chose de très très léger, mais qui donne une douceur systématique dans toutes les pièces où on a pu les proposer. Là, pour comprendre le parcours d'une cliente ou d'un client sur un projet, est-ce que donc il y a une première découverte? C'est évidemment après un dialogue avec toi sur des chantiers qui va prendre peut-être des semaines ou des mois. Est-ce que les gens reviennent peut-être avec leurs copines ou leurs copains pour revoir une pièce? Ce lieu, comment il vit? Sans prétention, qu'il y a beaucoup de coups de cœur. Donc ça, c'est tout ce qui nous fait plaisir, bien évidemment, quand elles aiment. Parce que le coup de cœur est possible parce que j'ai aussi un autre... J'essaye de faire des choses rationnelles qui ont une fonction et un esthétique, mais qui ne sont pas à des prix inabordables. Je trouve qu'il faut quand même rester dans une limite et que quand le prix convient à la cliente, généralement, elle repart avec. Et puis pour les chantiers, généralement, c'est vrai, deux rendez-vous. Un premier pour la découverte du lieu, et puis ça mûrit certainement un peu en eux. Et quand ils ont aimé et qu'on valide le projet, on se revoit à nouveau à la galerie pour avancer. Dans ton choix subjectif de pièces, il y a des pièces structurantes comme du mobilier, il y a des pièces de couleurs et de lumière avec beaucoup de luminaires très créatifs. Il y a aussi des pièces, entre guillemets, je n'aime pas le mot décoratives, c'est-à-dire qui ont une fonction que d'esthétique. On voit là ce bus ou des choses comme ça. Quelle est la proportion? Est-ce que tu définirais que la part du meuble est majoritaire dans ton activité, ou est-ce que les gens cherchent d'abord quelques totems qui va donner le ton de leur projet? Comment tu définirais Je m'aperçois avec le temps qu'en fait, je fais un gros travail sur l'éclairage, qui est vraiment la question que tout le monde se pose avec ces ampoules blanches là qui nous sont arrivées. Tout d'un coup, on se disait, oh là là, c'est quoi l'ambiance que j'ai dans mon salon ou dans ma chambre? Donc, volontairement, involontairement, je ne sais pas, en tout cas inconsciemment ou consciemment, je suis beaucoup portée sur les éclairages. Ensuite, j'essaye de m'arrêter sur des produits qui ont vraiment une fonction. Donc le vase, mais le vase qui, si vous ne mettez pas de fleurs, il est quand même très très joli, il se suffit à lui-même. La table, oui, mais il y a tellement de choix qu'il faut vraiment que j'aille vous apporter quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais la galerie existe donc au fond d'une cour, mais Internet a tellement ouvert le champ des possibles que si je vous propose des choses que vous pouvez trouver sur Internet, je pense que je ne suis pas tout à fait dans mon rôle. Donc moi, j'aime vous apporter quelque chose qui est une découverte et pas forcément des pièces iconiques, mais des pièces de jeunes talents. Et qui se marie bien avec l'ensemble des choses que j'aime vous proposer. Donc il y a la chaise de moustache, c'est forcément, on a l'impression qu'on va être mal assis. En fait, on est très très bien assis dans cette chaise où j'ai convaincu pas mal de clientes. Il y avait un meuble très brutaliste. J'aime bien aussi faire ce mélange. Voilà, pas plus de... Donc là, vous voyez un exemple pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu le lieu, et je vous invite à vous y rendre, de voir ce rapport entre quelque chose de très néoclassique, XVIIe siècle, avec des fenêtres et ce travail avec un plafond très brut, avec un sol qui n'est pas le sol qu'on attend dans un hôtel particulier. Et ça, je trouve que pour ce choix subjectif, ça permet aux gens, peut-être dans le dialogue avec une décoratrice d'intérieur, de se dire c'est possible d'aller jusque-là. Et toi, évidemment, dans ton dialogue, tu fais le curseur et ça te sert de support plutôt que une planche de tendance papier qui est évidemment complètement non émotionnelle par rapport à ce qu'on peut vivre dans ton lieu. J'aime les emmener ailleurs, sans avoir des choses excentriques ou des choses que vous ne pourrez pas. Il faut vraiment que je me mette à la place du client en me disant ça rentre dans mon studio, ça rentre dans mon 2 pièces, ça rentre dans mon loft, peu importe On a des chantiers très variés, de petite taille ou de très grande taille. Donc, on s'adapte après forcément à leurs demandes. Et il faut que tous ces objets puissent trouver leur place
et puissent dialoguer avec ce que les gens ont déjà éventuellement chez eux. On va regarder certaines pièces que pour lesquelles tu as un coup de cœur. Tu m'avais parlé de cette pièce qui est au fond, qui est Ouais, structurale. Peut-être tu c'est peux nous un dire un petit très mot. jeune designer aussi qui s'appelle Pepe Valenti, qui adore la nature et qui, dans cette pièce qui est en métal, il l'appelle Sunset. Donc pour lui, c'est tous ses souvenirs, peut-être plutôt de vacances, avec ses reflets du soleil couchant sur la mer. Et je trouve qu'il y a un côté très poétique. Il y a un côté très lumineux aussi. C'est pas un éclairage, c'est pas un luminaire, mais c'est une pièce qui justement donne un petit peps et beaucoup de relief. Dans les salons, là où vous voulez le placer. On en a même placé un dans une chambre pour que le matin, vous ayez un réveil très agréable en regardant cette pièce. Quelle est ta position par rapport à ce grand débat qui maintenant traîne depuis quelques années, qu'on appelle, suivant les vocabulaires, collectible design ou pièces rares, pièces uniques versus pièces d'édition? C'est quoi ce que tes clients recherchent, ce que toi tu aimes partager? Comment tu navigues entre cette idée de la rareté, de l'exclusivité, ou alors, on parlait tout à l'heure de Moustache, qui est une très jolie maison d'édition qui édite des objets dupliqués. Quelle est ta subjectivité là-dessus? La rareté, oui, mais à condition, encore une fois, qu'elle ait une fonction. C'est-à-dire que l'objet un peu gratuit, j'y suis pas très sensible. Ça, c'est quelque chose qui appartient plus à la cliente. Moi, dans mon rôle, dans ce que j'aime aller chercher et découvrir, c'est justement trouver un langage avec toutes ces pièces que je peux vous proposer, mais qui soient cohérentes entre elles et qui puissent tout de suite vous donner l'envie en fait, de l'avoir chez vous. La théière est magnifique. Après, je vous laisse à vous d'aller l'acheter ou de ne pas l'acheter. Mais personnellement, ce n'est pas le style de produit que je pourrais vous proposer à la galerie. Il faut que ce soit utile, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit esthétique et il faut que ça ait effectivement une spécificité. Donc, je suis sensible, je vous le disais tout à l'heure, à tout ce qui est recyclage. Le travail qu'on a vu tout à l'heure de Dirk Van den Kooi, c'est du plastique recyclé. Donc ça me parle. Le travail de Luca Zito, qu'on a vu sur une photo, qu'on verra peut-être tout à l'heure, c'est aussi du plastique recyclé, mais avec un vrai stylisme, avec une vraie force. Pour moi, c'est un éclairage comme une sculpture qui existe, même si vous ne l'éclairez pas. Et je trouve que toutes ces démarches-là de certains designers me touchent particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire un mot des pièces qui sont au-dessus Là-haut, de là-haut. la haut? Alors, C'est une pièce évidemment très subjective, qui ne correspond pas à une tendance, qui ne correspond pas à un courant, mais que tu as un choix et tu vas inviter des clients qui, 5 minutes avant d'entrer chez toi, ne savent même pas qu'elle existe. C'est la beauté de la Serendipity. Comment tu peux nous parler de cet artiste, ce créateur, et comment tu l'as imaginé et comment tu l'as installé peut-être chez les clientes ou les clients? Peut-être que tu connais déjà Nicolas, puisque le créateur s'appelle Nicolas Flachot et il avait jusqu'à présent une marque qui s'appelait Kidimo, qui faisait des lettres. Et quand j'avais Serendipity, si vous vous souvenez, moi, je n'avais pas pris ça, mais Merci avait adhéré au principe de Kidimo. Kidimo n'existe plus. Et donc, Nicolas est parti dans le souvenir de son enfance avec son grand-père. Et donc, il chine plein de pièces de bois. Et il a eu envie d'en faire des totems pour quelque chose qui devienne une sculpture. J'ai aimé sa démarche. Je trouve que c'est un objet qui est assez parlant, qui est très très beau et qui là depuis récemment se décline en applique. Donc j'aime encore plus la version applique puisque ça permet à tout le monde peut-être de la placer plus facilement dans son appartement, dans son lieu. Mais là, il y a une unicité, il y a une pertinence, il y a une idée, il y a une force, je trouve, derrière son travail. Et à partir du moment où il y a tout ça de réuni, j'adhère et je suis ravie de l'exposer à la galerie. Et dans cette image qui, je trouve, résume bien cette idée de subjectivité, c'est que la probabilité sur le papier qu'un curateur réunisse une pièce en plastique recyclé d'un Hollandais progressiste, une pièce de Nicolas en bois avec une émotion et ce Sunset en métal froissé, ça c'est évidemment le luxe, pas au sens du prix, mais de la chance d'avoir des curateurs ou des commerçants ou des décoratrices qui réunissent des objets qui, sans eux, n'avaient aucune chance d'être dans la même pièce. Et je trouve que c'est ça qui définit la démarche des endroits comme celui que Laurence a créé, de provoquer des hasards qui ne sont pas des algorithmes. C'est-à-dire, ce n'est pas une probabilité, c'est un regard
qui est subjectif, qui donne cette combinaison qui était sur le papier, pas évidente à imaginer. Mais tout se répond pour moi. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je les garde. C'est-à-dire qu'on a du plastique, on a l'impression qu'il y a une transparence et le bois tout d'un coup vient réchauffer cette transparence. Ce n'est pas les mêmes objets et je trouve qu'ils ont une communication entre eux qui fonctionne, en tout cas pour moi. Vous voyez là évidemment des perspectives qui, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, ne sont pas ceux à quoi on s'attend à. Alors la seule pièce iconique, oui, que j'ai pu sélectionner, c'est l'orgone de Mark Newson, qui est au fond, qui est noir, qui est malheureusement plus édité, mais qui est une pièce voilà, que je trouvais très féminine. C'est un homme qui l'a créée et à la fois, je trouve qu'elle a cette rondeur et elle a une assise très agréable. Après, on n'a plus envie de bouger. Il y a des objets plus accessibles, des objets qui peuvent être, non, j'aime pas le mot accessoire, mais qui sont des objets, des accents que l'on peut s'offrir ou offrir. Et peut-être tu peux nous parler de cette pièce, cette vasque sur le côté à droite, qui est aussi très subjective. C'est surtout une découverte. C'est-à-dire qu'en fait, ça, vous le voyez peut-être pas forcément, mais c'était l'ancienne cuisine que j'ai complètement allégée, puisque derrière les parois en miroir, vous avez la cuisine en inox. Donc, j'ai voulu prolonger la cuisine en inox avec des étagères au fond qui me permettaient de faire une sélection de verres, de tasses, d'objets usuels du quotidien. Et quand on a découpé un peu tout cet espace, on est tombé sur un mur énorme qu'il a bien fallu que je garde, ce qui n'était pas gênant. Et donc, j'ai chiné une vasque en pierre qui donne la sensation qu'elle a toujours été là. Et en fait, elle a juste été rajoutée pour pouvoir juste avoir un point d'eau très, très simple. Et ce qui donne voilà, une cohérence un peu étonnante, mais qui fonctionne très bien au quotidien. Alors, dans les actualités récentes, il y a des bizarreries, il y a des subjectivités dans des lieux subjectifs avec des créatrices subjectives. Et donc, depuis quelque temps, il y a un résident qui est arrivé, très particulier. Tu peux peut-être nous raconter cette aventure de ce résident avant que l'on regarde quelques projets que tu as réalisés pour des clients. Donc là, en fait, on a depuis quelque temps un artiste bien particulier qui est un coiffeur. Mais un coiffeur qui a un sens artistique très, très développé et qui cherchait un espace atypique. Il voulait quelque chose de lui aussi confidentiel. Bon, c'était mon coiffeur avant, je ne vais pas vous mentir. Donc, il est venu à la galerie et on s'est dit qu'on avait une collaboration un peu unique à proposer aux clientes, puisqu'à la fois, ça dynamise l'espace. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu plus de clientes au quotidien, bien évidemment, puisqu'elles viennent se faire coiffer. Et ces clientes sont à la fois étonnées de voir l'environnement dans lequel elles vont être chouchoutées, on va dire. Et donc, puisque tous les objets sont à vendre, donc il y a moins de magazines et beaucoup plus d'objets à regarder, éventuellement à acheter si elles le souhaitent. Donc, on a créé une dynamique, on a créé quelque chose qui n'existe pas à Paris. Ça existe peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis de donner un petit switch qu'on aimait bien et qui est complètement cohérent et qui fonctionne très, très bien. Donc là, peut-être quelques détails. Donc, vous avez une lumière naturelle de la cour dans la fenêtre 18e qui est à gauche. Et puis, vous avez des meubles très particuliers qui sont assez rares dans les salons de coiffure. Tu peux peut-être nous parler de à gauche. J'ai voulu garder effectivement la main sur la direction artistique de la galerie. C'est-à-dire que je voulais absolument que les clientes qui rentraient dans la galerie ne se disent pas « Ah mince, c'est devenu un salon de coiffure ». C'était hors de question. Donc, il a fallu qu'on se mette en accord tous les deux. Ça n'a pas été compliqué. D'insérer des postes de travail pour un coiffeur dans la galerie tout en gardant des pièces qui pourraient être donc à vendre dans la galerie. Donc des choses assez sobres, un miroir évidemment. Là, on a choisi une chaise qui est éditée aussi par la Chance de Rudy Ganner, qui est sublime, qu'on aime beaucoup. Donc voilà, la cliente qui s'assoit pour avoir sa nouvelle coupe, elle peut aussi avoir un petit coup de cœur sur la chaise sur laquelle elle s'est assise pendant sa coupe. On a un autre travail de Pépé Valenti, à droite, qui faisait le sunset. Là, il a fait une autre forme et on est en chrome. Mais des matières, le métal, j'aime beaucoup le métal. Voilà, on a réussi à unifier un petit peu deux univers et ça crée la surprise et a priori la satisfaction de nos clientes. Alors d'un point de vue tactique, moi, en tant que vieux commerçant, évidemment, c'est un rêve de commerçant d'avoir une personne qui, pendant 45 minutes, va pouvoir regarder un objet. Vous voyez notamment la lampe que vous voyez là sur le comptoir de coiffure. Évidemment, dans le retail, avoir l'attention de quelqu'un sur un objet aussi longtemps, ça n'arrive jamais. Et c'est une chance qui n'est pas voulue dans le projet, mais dans la réalité,
cette lampe qui est à gauche, qui est une lampe éditée par DCW, par exemple, si vous la voyez pendant 40 minutes, une fois tous les 3 semaines, elle rentre dans votre cortex et donc, d'un point de vue bassement commercial, il y a une beauté qui n'était pas prévue, mais qui se retrouve dans ce process. Et puis la commode de Citoa là à gauche, j'ai dit à Étienne, puisque c'est le prénom du coiffeur, qu'il fallait absolument qu'il intègre tous ses produits. Je ne voulais pas que les produits se voient, donc il fallait que je trouve un mobilier que j'aimais particulièrement et qui existait déjà dans la galerie, que ça lui serve, lui, de support pour que tous les produits coiffants ne soient pas visibles. Et ça, je trouve que dans le commerce d'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit, beaucoup de gens disent, il faut aider le client à se projeter dans des environnements. Et le fait que ces objets, cette lampe ou ce meuble à gauche qui est spectaculaire, soient mis dans un environnement qui ressemble à quelqu'un qui aurait un très beau dressing, ou etc., je trouve que ça aide les gens à se dire qu'on peut faire entrer du design très contemporain, du design progressiste dans des environnements pour un usage et pas uniquement pour les regarder. Je trouve que ça, c'est un exemple qui est un peu aussi un hasard de rencontre, mais c'est aussi la Serendipity, fait que ça rend humain le design que l'on peut considérer comme froid ou expérimental. Et je trouve que ça, c'est un exemple qui se fait. On voit d'autres scènes, d'autres postes de coiffure, on va dire, postes, oui, voilà. qui sont assez avec le miroir le plus spectaculaire de coiffeur que vous pouvez voir. Et là, vous pouvez voir sous tous les angles, évidemment, cet exemple avec cette lumière au centre. Alors, c'est celle de Lucas Ito dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui aussi a fait Eindhoven. Et là, c'est une petite fierté, je dirais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les sources d'inspiration sont aussi sur Instagram. Et là, c'est un jeune designer que j'ai chopé sur Instagram. J'ai vu une première parution. Je me suis dit, c'est génial, j'adore. Je me suis aperçue qu'il était français, ensuite qu'il habitait Paris. Donc j'ai appelé, je suis allée dans son atelier, je lui ai expliqué que j'avais un espace pour pouvoir l'exposer. Et c'est comme ça que notre collaboration a démarré. Et aujourd'hui, voilà, on continue à être présente pour lui et développer. Et je vends très, très bien tout son travail qui m'émeut beaucoup et que j'aime particulièrement. Alors, on va maintenant rentrer dans des réalisations, puisque non pas showroom, cet appartement, galerie, théâtre subjectif de Laurence, est le début d'un dialogue avec des clients. Et là, on va regarder 2 projets que tu as réalisés pour des clientes, où vous allez voir certaines pièces qui ont été découvertes dans ce lieu et qui vont être inclus dans un projet. Là, peut-être nous parler de ce premier projet. Donc là, là c'est un appartement qui est avec un parti pris très, 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 très fort, qui est comme un cube avec une seule couleur. Une thématique qui était sur le feng shui, qui était la terre et le métal. Donc la terre, on la retrouve avec plein de couleurs d'ocre, donc quelque chose de très chaleureux. Et ensuite, le métal, on le retrouve avec certaines œuvres d'art, avec une cuisine qui est toute en inox. Et on retrouve donc 2 pièces que j'aime et qui sont à la galerie, qui sont la grande version du boy de Lucas Ito, qui éclaire vraiment toute la pièce, parce qu'il n'y a pas d'éclairage au plafond. Donc, il fallait trouver plein d'autres endroits pour pouvoir animer cet espace. Et puis, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sunset est au-dessus du canapé. Donc, ce velours ocre qui donc fait du relief aussi, et un sol qui a été résiné dans l'ensemble de l'appartement, qui correspond un peu au sable, donc encore au côté de terre. Et là, c'est la cuisine. Même les rideaux sont en inox. Les rideaux sont en inox et puis de la résine et des matières pour adoucir un petit peu quand même le métal. Donc là, je trouve que c'est un exemple de peut-être cette cliente au début de sa recherche. Elle n'avait pas forcément une idée de là où tu allais l'accompagner. Et je trouve que les lieux subjectifs permettent, dans le dialogue avec les clients, d'ouvrir des pistes qui, sans la démonstration qui est faite dans la galerie appartement, aurait été plus difficile sur un mood board imprimé où il n'y a pas d'émotion, de brillance, de lumière, de couleur. Et là, je trouve que peut-être cette cliente au départ n'avait pas du tout l'idée qu'elle pouvait aller aussi loin. Et peut-être que le fait d'avoir vu des démonstrations dans ton lieu a permis que tu l'accompagnes. Après, c'est un peu mon rôle aussi de les pousser un peu en disant si, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Après, rien n'est irrémédiable. Mais au moins de les emmener là où moi je sens qu'il y a une capacité, quelque chose à proposer, un peu de différent. Mais tout à fait ancré dans la vie au quotidien. C'est tout à fait, on y vit très bien dans cet appartement.
On va regarder un deuxième appartement avant de prendre quelques questions dans la salle. Donc là, qui sur un premier abord paraît plus classique au départ. C'est un haussmannien qu'on a vraiment revisité puisqu'on n'a pas le parquet miel et les murs blancs. Ça, il fallait absolument aller un petit peu plus loin dans cet haussmannien qui est très très beau avec un peu d'art déco, un peu d'art nouveau. Pareil, toujours un gros travail sur l'éclairage. Une entrée, il faut un peu la magnifier. C'est le premier sentiment que vous avez quand vous rentrez dans un appartement, c'est l'entrée. Donc, il faut que tout de suite l'entrée dégage quelque chose. Et on a choisi des pièces. Bon, c'est simple, parce que c'est une famille avec beaucoup d'enfants, donc il ne fallait pas trop charger non plus. Mais voilà, juste une console sur mesure pour répondre à la taille de la verrière, et puis un éclairage assez majestique qui donne beaucoup d'éclat au plafond. Là, on a un très grand salon. Pareil, on est parti sur beaucoup de clins d'œil sur les éclairages et quelque chose de très, très doux, très arrondi. On retrouve là, le client a aimé les totems de Victor qui sont au centre de la table. Et voilà, après, à vous de regarder tout ça. Tu peux nous parler peut-être de ce luminaire spectaculaire? Alors ce luminaire, c'est bien que tu m'interroges sur celui-ci. C'est le seul que le client a gardé de son précédent appartement. Et donc c'est la subjectivité aussi des clients? C'est le seul où je n'ai pas eu, mais on s'est dit qu'on pouvait le garder. Donc celui-là, je n'ai pas eu mon mot à dire sur celui-ci. On l'a conservé. Et donc l'exercice de ces deux projets qui sont très différents, à la fois par le point de départ qui était le lieu qui est évidemment différent, mais c'est des clients qui sont rentrés dans ton lieu, dans une cour du Marais. Peut-être que la majorité ne connaissait pas du tout les artistes ou les designers que tu leur as présentés. Et comment, pour toi qui as eu une expérience avant de magasin de façon plus classique, c'est-à-dire des objets présentés avec des marques connues, comment tu penses que l'évolution du design avec ces créateurs de plus en plus singuliers, avec des partis pris de plus en plus forts, ont besoin de lieux comme ça, de révélation pour ouvrir le marché à des clientèles plus larges? Quel est ton sentiment là-dessus? Je pense que la révolution Internet a quand même beaucoup bousculé notre matière d'acheter et qu'aujourd'hui, on peut rester dans son salon pour refaire sa maison. Moi, j'ai voulu remettre un peu de concret, de réel, et que je pense que les designers ont besoin des Instagram, de tous ces réseaux sociaux pour se faire connaître dans le monde entier. Mais à la fois, quand une cliente parisienne ou française ou autre vient à la galerie, il y a un sentiment d'assurance que ça lui va. Elle n'a pas à l'acheter, elle ne va pas le renvoyer si ça ne lui va pas. À la fois, on gagne du temps, à la fois, on a une émotion et une sensation sur l'instant et qui rassure, encore une fois. Et on se dit, ouais, c'est ça que je veux. Il n'y a pas d'hésitation. Et je pense que pour les designers, c'est un peu pareil pour eux. Ils s'imaginent, ils se projettent dans un appartement, alors que s'ils sont juste sur un site Internet, chacun en fait un peu ce qu'il veut. Et là, il y a une projection beaucoup plus évidente, concrète, et qui, à mon avis, est nécessaire. Ça rééquilibre un peu tout ce climat dans lequel on évolue aujourd'hui. On a du vivant, on a du concret. Je peux appeler le créateur qui peut venir et la cliente, généralement, peut avoir un peu plus d'informations. Ils sont très, très ouverts à des discussions. On peut faire du sur-mesure. Enfin, voilà, tout est possible. Et ça donne un climat très agréable, que ce soit pour le client ou pour le designer. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. On va peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a dans la salle, et sinon je rebondirai. Si vous avez une question, n'hésitez pas à faire signe. Et sinon, évidemment, Laurence sera à votre disposition après la séance. Moi, j'avais une question. J'ai tout bien dit, ils ont tout bien compris. Le choix, évidemment, je sais que tu aimes les beaux lieux. Tu as réalisé pour toi et pour d'autres beaucoup de lieux intéressants. Et j'imagine quand on recherche un lieu, il y a eu plusieurs pistes quand tu as cherché ce lieu, et c'est arrivé dans un lieu très particulier. Évidemment, le quartier, on le connaît bien, et dans une cour, dans un hôtel particulier, ancien, très majestueux. Est-ce que tu avais imaginé subjectivement d'autres pistes? Comment ça s'est organisé, cette recherche de lieu? C'est comme quand vous cherchez votre appartement. J'ai l'impression qu'il y a des sensations qui sont assez immédiates.
on pousse une porte et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Soit il y a un vrai coup de cœur, et moi, généralement, je fonctionne comme ça. Alors, je ne vous cache pas que l'appartement était loin d'être ce que vous en voyez aujourd'hui, mais j'arrive à me projeter assez rapidement. Je pense que ça, c'est instinctif. Les volumes étaient intéressants, la lumière était déjà là, même si j'ai un peu amplifié les accès. Ça répondait, ça cochait quand même beaucoup de cases. Et tout de suite, je me suis dit, oui, je pense qu'ici, j'ai matière à faire quelque chose, à partager des choses. Tout simplement, je n'ai pas couru tout Paris. À partir du moment où il y en a un qui répond à l'émotion que vous attendez, je pense qu'il faut y aller. Et je suis un petit bélier qui fonce quand ça me plaît. Laurence, merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à vous. Il y a une question peut-être de Daniela devant. Parlez bien comme ça. Bonjour Laurence, madame. merci. Bonjour. J'aurais voulu savoir, vu que vous êtes quelque part quelqu'un qui va chercher des inspirations, où est-ce que vous allez les chercher? Parce que vous allez nourrir vos clients. Alors, je dirais que beaucoup de choses viennent à moi maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un espace qui dit des choses, Serendipity, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai été chercher plein de nouvelles créatrices. Et puis, au fur et à mesure que l'espace s'est fait connaître, les gens venaient à moi. Donc, dans un premier temps, effectivement, il y a une démarche d'aller chercher. Et après, c'est plus facile. C'est les gens qui viennent à vous à partir du moment où ils aiment l'espace en me disant « J'aime bien votre espace, ça correspond peut-être à ce que je fais. Est-ce que vous aimez ?» Donc après, je dis oui ou je dis non, parce qu'effectivement, c'est l'émotion qui prime. Ensuite, des salons hein, comme celui-ci. Celui-ci est très enrichissant et on trouve parfois plein de pépites. Ça peut être un peu l'étranger. Certains magazines, mais de moins en moins, j'avouerai. Et puis, bon, il n'y a pas à dire, les réseaux sociaux, les Instagram, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est une source. Lucas, c'est comme ça que j'ai trouvé Lucas. Donc, c'est l'exemple type de quelque chose qui vient à vous. Là aussi, je n'ai pas forcément été le chercher, mais j'ai dû faire une parution. Mon attaché de presse a peut-être fait, au début de la galerie, des parutions dans la presse. Et puis, tout ça, au fur et à mesure, s'enchaîne. Et les gens viennent vers vous, et des créatrices viennent, et des anciennes créatrices de Serendipity viennent me voir. Et c'est un enchaînement, en fait, sans démarche poussée. Enfin, je veux dire, j'ai la chance, en fait, que l'espace attire des gens et que sa différence, peut-être, sa spécificité, fait une présélection. Et que moi, évidemment, mon regard est aussi vers l'extérieur. Mais voilà, c'est un bel échange entre l'extérieur qui vient à moi et moi qui ai la chance d'aller découvrir des lieux, des gens et des endroits étonnants. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et vous êtes les bienvenus à la galerie, évidemment, même sans rendez-vous. Je vais te remercier vraiment parce que tu ne parles pas souvent et tu as accepté, grâce à notre ancienne complicité, de partager ton univers subjectif. Et je vous invite, ceux qui ne connaissent pas encore la galerie, à découvrir, vérifier sur les horaires et passer un coup de fil. Vous mettez un petit mot sur Insta. Si je ne suis pas là, vous mettez un petit mot et je serai ravie de vous accueillir. Faites découvrir. Et la subjectivité nourrit que l'on ait un projet ou que l'on soit soi-même designer. Et je pense qu'aujourd'hui, où tout s'est neutralisé avec ces white box, et Instagram et le reste qui, dans le fond, est une forme de nouvelle normalité. On a besoin plus que jamais de pics, de subjectivité, de différence. Et il y a des lieux physiques qui permettent de faire ça. Et Laurence fait partie de ce mouvement. Et gardez les pieds sur terre. Et voilà, et la tête dans les étoiles. Oui, voilà. Merci à toutes et à tous. Cherchez des objets subjectifs pour vos clients. Merci Laurence. Merci. Merci.